En 1959, l'économiste Ludwig von Mises donne une série de conférences en Argentine. Son but, mettre un peu de clarté sur les grandes questions économiques et sociales de son temps. Aujourd'hui, on va donc plonger dans ces 6 leçons fondamentales. Capitalisme, socialisme, inflation. Ce sont des mots qu'on entend partout. Eh bien, ce sont précisément les questions que Mises a voulu éclaircir. Et on va voir que plus de 60 ans après, elles n'ont pas pris une ride. Alors voilà, l'idée c'est de revenir sur ces 6 conférences, de comprendre sa pensée, ses arguments, bref, de voir comment un économiste, en 1959, a tenté d'expliquer le monde. Allez, c'est parti. Bon, on commence avec la première leçon. Et ça tape fort, on parle du capitalisme. Mais attention, pour Mises, l'histoire du capitalisme, ce n'est pas tout à fait celle qu'on a l'habitude d'entendre. Alors pour comprendre, il faut faire un petit bond dans le passé. D'abord, l'ère féodale. Là, c'est simple, le destin est tracé de la naissance à la mort. Pas de mobilité sociale, rien. Puis on arrive au XVIIIe siècle en Angleterre. Là, un nouveau problème surgit. Il y a trop de monde dans les campagnes. Ça crée une énorme population de déracinés, des gens sans terre, sans travail. Mises les appelle les parias. Et c'est là que tout bascule. Parce que ce sont justement ces parias qui vont être au cœur de la révolution industrielle. Ils vont innover, créer, non pas pour l'aristocratie, mais pour produire en masse, pour les masses. Et c'est ça, la définition du capitalisme selon Mises. C'est un vrai renversement de perspective. Pour lui, le capitalisme, ce n'est pas d'abord un système pour enrichir les riches. Non, c'est un système de production de masse conçu pour satisfaire les besoins du plus grand nombre. En fait, dans ce système, le vrai patron, le souverain, c'est le consommateur. C'est une idée assez forte. Il va même jusqu'à dire que c'est ce système qui a permis à la plupart des gens d'atteindre un niveau de vie bien au-delà de ce que les aristocrates de l'époque pouvaient connaître. Alors, évidemment, on pense tout de suite aux conditions de travail terribles dans les premières usines. Et Mises ne le nie pas du tout, mais il l'invite à regarder ce qu'il y avait avant. Et l'alternative, eh bien, c'était souvent la famine, la misère noire, une mortalité infantile absolument effrayante. Donc, de son point de vue, l'usine, aussi dure fût-elle, c'était en fait un progrès, c'était une échappatoire, une chance de survivre, tout simplement. Deuxième leçon. Après le capitalisme, Mises s'attaque à l'autre grand système, le socialisme. Et là, il va mettre en opposition directe l'économie de marché et ce qu'il voit comme les conséquences du socialisme. Le tableau qu'il dresse est vraiment en noir et blanc. D'un côté, on a l'économie de marché. Les individus sont libres de choisir leur carrière, où ils veulent vivre, comment ils s'intègrent à la société. Le consommateur est roi. De l'autre côté, le socialisme, tel qu'il le décrit, là, c'est une autorité centrale qui planifie toute la production, le gouvernement est souverain. L'individu devient, selon ses propres termes, un peu comme un soldat dans une armée, qui doit obéir aux ordres. Et ça nous amène à son argument central, qui est vraiment crucial. Pour Mises, la liberté économique, ce n'est pas juste une liberté en plus, c'est la fondation de toutes les autres libertés. Réfléchissons une seconde. Comment peut-on parler de liberté de la presse si c'est le gouvernement qui possède toutes les imprimeries ? Comment choisir sa carrière si c'est l'État qui décide des postes ? Comment un artiste peut-il créer librement si son travail doit être validé par un comité ? On voit bien où il va en venir. Sans liberté économique, pour lui, les autres libertés ne sont qu'une illusion. On en arrive à la troisième leçon, l'interventionnisme. C'est un peu la voie du milieu, entre le capitalisme pur et le socialisme. Mais que se passe-t-il, selon Mises, quand un gouvernement se met à intervenir dans le marché ? Eh bien, pour lui, c'est le début d'une spirale infernale. Prenons un exemple simple, celui du contrôle des prix. Le gouvernement trouve que le prix du lait est trop élevé et fixe un prix plafond. Quelle est la conséquence ? Les producteurs ne peuvent plus faire de profit, donc ils produisent moins. Résultat, une pénurie de lait. Le problème initial n'est pas résolu et un nouveau problème est apparu. Alors que fait le gouvernement ? Il doit intervenir à nouveau, peut-être en rationnant le lait. Et de fil en aiguille, chaque intervention en appelle une autre, menant à un contrôle de plus en plus étendu sur l'économie. Du coup, pour Mises, la conclusion est simple. Le bon rôle du gouvernement, ce n'est pas de piloter l'économie, c'est de protéger les individus contre la violence et la fraude. Point. Il doit être l'arbitre qui garantit les règles du jeu, mais surtout pas un des joueurs. Quatrième leçon. Et là, on touche à un sujet qui préoccupe tout le monde, l'inflation. Et sur ce point, l'analyse de Mises est assez décapante. Elle va à contre-courant de ce qu'on entend souvent. Généralement, on pense que l'inflation, c'est la hausse des prix. Pour Mises, c'est une erreur de diagnostic. La hausse des prix, ce n'est que le symptôme. La véritable maladie, la véritable inflation, c'est l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation. Et, point crucial, cette augmentation n'arrive pas par magie. C'est une politique délibérée menée par les gouvernements. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de financer leurs dépenses sans avoir à annoncer une hausse des impôts, ce qui est toujours impopulaire. Et ce qui est terrible, c'est que cette politique ne touche pas tout le monde de la même façon. Il y a des gagnants et des perdants. Imaginez,
Quand le gouvernement crée de la nouvelle monnaie, elle entre dans l'économie à un point précis. Les premiers qui la reçoivent, par exemple des entreprises travaillant pour l'État, peuvent dépenser cet argent alors que les prix sont encore bas. Mais le temps que cet argent se diffuse dans toute l'économie, les prix commencent à augmenter. Et ceux qui reçoivent cette nouvelle monnaie en dernier, disons les retraités ou les salariés en revenus fixes, voient les prix monter bien avant que leurs revenus ne s'ajustent, s'ils s'ajustent un jour. C'est en fait un transfert de richesse des derniers vers les premiers. Et cette phrase de Mises résume tout. La chose la plus importante à retenir est que l'inflation n'est pas un acte divin. L'inflation est une politique. C'est clair, net et précis. Ce n'est pas une fatalité, c'est un choix. Allez, on attaque la dernière ligne droite avec les 2 dernières leçons. On va parler de ce qui crée la prospérité, du rôle de l'investissement, et pour finir, de quelque chose de plus immatériel mais fondamental, le pouvoir des idées. La grande question, qu'est-ce qui fait qu'un pays est riche et un autre pauvre ? Pour Mises, la réponse est simple et directe. Ce ne sont pas les ressources naturelles, ce n'est pas l'aide extérieure. La clé de la prospérité, c'est le montant de capital investi par personne. Autrement dit, la quantité d'outils, de machines, d'usines disponibles pour chaque travailleur. C'est ça, et seulement ça, qui permet d'augmenter la productivité. Et si la productivité augmente, les salaires peuvent augmenter aussi. Et c'est pour ça qu'il accorde une importance capitale à l'investissement étranger. Il le qualifie même de plus grand événement historique du XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui a permis de propager le capital et la technologie des pays les plus développés, comme l'Angleterre à l'époque, vers le reste du monde. Ça a été un accélérateur de développement absolument phénoménal, bien plus rapide que si chaque pays avait dû tout faire par lui-même. On arrive à la toute dernière leçon, et le ton se fait plus grave. Mises partage une inquiétude sur l'évolution de la politique. Il observe que les partis politiques, qui devraient débattre de grandes idées, se transforment de plus en plus en groupes de pression. Chaque groupe ne cherche plus l'intérêt général, mais son propre intérêt particulier. Obtenir une subvention ici, un tarif douanier là, et tout ça, bien sûr, aux dépens de tous les autres. Le résultat, c'est une explosion des dépenses publiques et des interventions de l'État. Et pendant ce temps, le vrai débat d'idées, liberté contre planification par exemple, est complètement oublié. Mais Mises n'est pas un pessimiste. Pour lui, au fond, tout ce qui se passe dans notre monde est le résultat des idées, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Donc si on a de mauvaises politiques, c'est qu'elles sont basées sur de mauvaises idées. La conclusion est donc logique. La bataille la plus importante n'est pas dans les urnes, mais dans les esprits. Ce qu'il faut, dit-il, c'est combattre les mauvaises idées par les bonnes. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale, plus de 60 ans plus tard. Ces conférences ont eu lieu en 1959, mais les débats sont toujours là. Si les idées façonnent le monde, alors il faut se demander quelles sont les idées qui le façonnent aujourd'hui, et surtout, où est-ce qu'elles nous emmènent ? C'est une question qui mérite réflexion.